Par le passé, une personne a demandé à Hajin s'il n'en a pas marre de cette vie. Il pense quitter cet endroit coûte que coûte. Il ira respirer l'air frais de la campagne plutôt que l'odeur du sang. Cependant, Hajin poursuit ses missions accompagné de ses coéquipiers. Après que l'escouade ait tué une femme et un enfant, il resta silencieux, sans la moindre expression sur son visage. Il demande à son frère d'armes s'il n'y avait qu'eux. Ce dernier lui répond par l'affirmative. Il en a fouillé dans les moindres recoins. Mais il n'y avait pas une âme vivante. Ils ont trahi la faction. Il doit y en avoir d'autres. Hajin leur demande de continuer la recherche. Ils se mettent aussitôt à ses ordres. Une fois qu'il est seul, un détail attire son attention. Il remarque une sculpture dans la main de la fille assassinée. Il la ramasse pour la regarder de plus près. Il remarque que cette dernière lui est familier. Une voix retentit avec colère et demande de dégager le passage. Hajin se retourne et remarque que l'un de ses coéquipiers est à terre. L'homme en question n'a fait que trancher ses assaillants, puis lance son regard haineux envers son ancien ami, avant de s'élancer à toute vitesse dans sa direction. Et la scène, un coup d'épée, qui brisa la sienne, tout en le blessant à la tête. Le garçon n'a fait que se précipiter pour trouver ceux qui lui sont le plus chers. Hajin se retourne, mais ce dernier ne fait que pleurer. Hajin lui demande d'attendre. Il doit l'écouter. Il leur ont ordonné d'éliminer les traîtres de la faction. Ils ont dit que c'étaient des ennemis. Il ne savait pas. Il dit à son ami qu'il ne savait vraiment rien. Mais ce dernier ne pouvait pas contenir ses larmes. Il hurle de toutes ses forces. Il demande Hajin si tuer est juste un boulot pour lui. Prendre des vies, commettre des meurtres tous les jours. Hajin, tu ne connais rien à la vie. Un assassin n'y a jamais goûté. Qu'il soit maudit pour l'éternité. Ils se souviendront de lui et au nombre de vies qu'il a pris, au présent. Le garçon resta impassible, et une calèche fait son entrée dans sa résidence, dans le palais du dieu démon, dans une chambre luxueuse. Une personne se fait raser les barbes. Des servantes se tiennent à ses côtés pour l'habiller avec tendresse. Une personne s'approche de sa chambre. Il se prosterne et dit que sa volonté soit faite. Le seigneur démon lui demande si le troisième a demandé à le voir. Le gardien central le confirme. Il a envoyé une calèche à sa résidence. Le jeune maître sera bientôt au palais. Une fois que le seigneur a fini de boire son alcool, il interpelle le grand gardien. Ce dernier répond au seigneur qu'il l'écoute. Le seigneur versa son alcool favori, tandis que le gardien attend son ordre. Le seigneur boit un deuxième coup et demande de l'escorter au pavillon du jugement démoniaque. Le gardien central était choqué de l'entendre, tandis que le seigneur resta impassible. Le gardien se prosterne et dit que ses désirs sont des ordres. Puis il s'en alla tandis que le seigneur resta sans la moindre expression, avant de s'étirer. Il se demande si l'hiver a bien commencé, dans la résidence de notre protagoniste. Une personne l'examine. Mais ce dernier pense qu'il ne s'habituera jamais à cette énergie chaotique quand il prend son pouls. Le physicien l'informe que ses méridiens se sont bien régénérés, et on peut même dire que c'est incroyable grâce à l'acupuncture et aux herbes médicinales. Il resta silencieux un instant, et se demande c'est quoi ce regard. Il présente toutes ses excuses au jeune maître. C'est juste que son rétablissement rapide l'a choqué. Il informe au jeune maître qu'il n'a plus besoin d'acupuncture. Il doit reprendre des forces avec des repas nutritifs et la potion suprême. Le garçon acquiesça et répond au physicien qu'il a une question. Ce dernier lui répond qu'il l'écoute. Le garçon lui demande de lui en dire plus sur cette potion suprême. Le physicien, un peu étonné, lui répond que c'est un remède de qualité pour récupérer son énergie. Ils l'ont créé eux-mêmes et est accessible aux membres prestigieux du culte. Le garçon comprend mieux et pense que si ça a vraiment des propriétés médicinales, il récupérera plus rapidement. Le physicien s'incline et dit au jeune maître qu'il reviendra dans 2 jours tout en lui souhaitant une bonne guérison, une fois seul. Le garçon s'étire et pense que c'est super humide dans le coin. En regardant par la fenêtre, il pense à Shooma, le seigneur du culte. Il va enfin le rencontrer. Il se demande à quoi il ressemble. Tout le Murim s'interroge à son sujet. C'est normal. C'est peu être l'homme le plus fort sur Terre. Il n'a jamais montré sa vraie force. Mais on le considère comme l'un des plus puissants au monde, vu qu'il ne connaît pas grand-chose du culte démoniaque.
Ça pourrait être dangereux de le rencontrer maintenant. J'aurais dû être plus prudent, en y repensant. Cette garce s'est mise à genoux, tout en pleurant de son impolitesse envers un membre important du culte du démon. Le garçon ne pouvait pas supporter de redevenir un toutou dans sa nouvelle vie. Il se sent nerveux, rien qu'en y repensant. Si seulement cette Yorine de mes deux ne m'avait pas forcé avec ce contrat ridicule. Une personne interpelle le garçon pour l'informer que le palais du dieu démoniaque leur a contacté. La calèche est prête. Elle lui attend, au sein de son esprit. Il pense autant l'affronter directement vu où il en est. Il ouvre la porte, décidé à rencontrer le seigneur démon.